La royauté est ce curieux mélange entre conte de fées et réalité. C'est Cendrillon, mais cette fois, le prince est réel. Philippe, ce prince sans le sou, a mené une vie remarquable. Il n'est pas grec. La famille royale grecque n'a aucun sang grec. C'était des Danois. C'était un magnifique viking blond. On comprenait aisément qu'une jeune fille puisse tomber amoureuse de lui. Mais il a dû consentir à certains sacrifices pour être à cette place. Lord Mountbatten était l'un de ceux qui ont contribué à installer le prince Philippe. Ils ont changé son nom, changé sa religion, l'ont fait entrer dans la marine britannique et en ont fait un citoyen britannique. On lui a bien fait comprendre que cela n'avait pas d'importance. Il n'avait qu'à se présenter. Pour quelqu'un d'aussi actif que lui, ça n'avait rien d'amusant. À un moment donné, il s'est dit « Je ne suis pas sûr d'être fait pour ça ». Et cette quête de contrôle a entraîné des tensions. Oui, le prince Philippe peut avoir un sacré tempérament. Oui, il peut vous crier dessus. Il aime les débats, et plus la discussion est animée, mieux c'est. Philippe a façonné sa vie grâce à la discipline. Il était dynamique, intelligent et plein d'imagination. C'était un homme qui préférait aller de l'avant en toutes circonstances, un homme d'action. Tout ce qu'il a accompli, il l'a fait à force de volonté. Il a arrêté de fumer le matin de son mariage. Il a fumé sa dernière cigarette, l'a éteinte et n'en a plus jamais touché une autre. C'était évidemment quelqu'un de charmant. Il arrivait à se tirer de toutes les situations. Mais son héritage s'est avéré être son plus grand défi. Il était l'homme de la maison, le chef de la famille. Sa parole avait du poids. Charles n'était pas l'homme qu'il voulait qu'il soit, et cela l'agaçait beaucoup. Le prince Philippe faisait partie de cette génération qui ne se lamentait pas à cause de leur enfance, mais qui allait de l'avant. Vous deviez vous débrouiller avec les cartes que vous aviez en main. Prince Philippe, l'homme derrière le trône. Son mari Philippe, duc d'Édimbourg, est l'un des premiers à se déclarer. « Moi, Philippe, je deviens votre homme lige de la vie à la mort et l'adoration sur terre. Foi et vérité, je vous porterai pour vivre et mourir contre toutes sortes de gens. Que Dieu me vienne en aide. » Debout, il embrasse la reine sur la joue et touche sa couronne en signe de son engagement à l'aider à emporter son fardeau. Il faut savoir que le duc d'Édimbourg tenait davantage de la royauté que n'importe qui d'autre, y compris la reine. Ils étaient tous les deux les arrière-petits-enfants de la reine Victoria. Toutefois, la reine était issue à la fois de l'aristocratie et de la royauté. Le duc d'Édimbourg, quant à lui, des deux côtés de sa famille, descendait de rois, de reines, d'empereurs et de tsars. Ils leur étaient tous apparentés. La mère du prince Philippe, la princesse Alice de Battenberg, est née sous les yeux de son arrière-grand-mère, la reine Victoria, au château de Windsor en 1885. Elle fut la première des arrière-petits-enfants à naître. Elle était une descendante de feu de la princesse Alice de Hesse. La reine Victoria a donc adopté sa mère, Victoria de Battenberg. C'était un personnage hors du commun. Elle était malentendante, mais très intelligente. Bon nombre des qualités du prince Philippe, notamment son intérêt pour le service public, l'environnement et les questions spirituelles, ainsi que son côté bienveillant, lui viennent de sa mère. Elle a eu une vie difficile, car tout ce qu'elle avait de sacré a été détruit lors de la Première Guerre mondiale. Ses deux tantes, la tsarine et la grande-duchesse Ella, ont été assassinées en Russie. En fait, elle était pratiquement sourde comme un pot à cause de ses trompes d'Eustache obstruées, et cela lui a valu d'être mise à l'écart. C'était pourtant une femme très belle et très intelligente. Le père de Philippe était de sang encore plus royal. La Grèce n'ayant plus de famille royale, elle a emporté celle du Danemark, faisant ainsi d'elle sa famille royale. Le prince Philippe était un prince grec, même si, comme il me l'a dit un jour, il n'avait pas beaucoup d'affection pour eux à cause de son grand-père qui avait été assassiné. La famille royale grecque n'a eu de cesse de s'exiler. L'un des rois a dit un jour que la condition sine qua non pour être roi de Grèce est de toujours avoir une valise prête. La princesse Alice a épousé le prince Andrew et est allée vivre en Grèce. Elle a ensuite eu 4 filles et, bien plus tard, un fils, le prince Philippe. Il est né sur la table de cuisine d'une maison appelée Mon repos à Corfou. À l'époque, les bébés naissaient à la maison. Je suppose que la table de cuisine convenait tout aussi bien que n'importe quel autre endroit.
Le nouveau-né est baptisé Philippos Andréou de Schleswig, Holstein, Sonderberg, Kluttsburg, prince de Grèce et du Danemark. Mais peu après sa naissance, les choses se gâtent pour la famille royale grecque. Lors d'un simulacre de procès, le prince Andrew de Grèce a été arrêté et jugé, accusé de trahison. Il risquait l'exécution. Ils s'en sont sortis de justesse. Ils ont été secourus par la marine royale britannique. Ils se sont ensuite réfugiés dans une banlieue de Paris, où ils ont vécu pendant 7 ans. Ses parents, le prince et la princesse Andrew, n'avaient pas d'argent. Ils ont donc dû compter sur la gentillesse d'une ou deux tantes riches, comme Edwina Mountbatten, épouse de Lord Mountbatten, qui a financé les études du prince Philippe. L'héritière était mariée au très ambitieux oncle de Philippe. Son père s'est réfugié dans le sud de la France, où il a fini par vivre avec une maîtresse sur un yacht. Sa mère a fait une dépression nerveuse et a dû être placée dans un asile en Suisse. Pendant plusieurs années, le prince Philippe n'a vu aucun de ses parents. Et certainement pas sa mère pendant 2 ou 3 ans. Pas de carte d'anniversaire ni de carte de Noël, aucune communication de quelque nature que ce soit. Quand je l'avais interrogé à ce sujet, il avait en quelque sorte rejeté l'idée. Il a dit que cela n'avait rien d'inhabituel, que ces choses-là arrivaient. Le prince Philippe a toujours tenu son père en très haute estime. Lorsque j'ai écrit la biographie de sa mère, il s'est rebiffé à chaque évocation de son père. Il a plus ou moins réussi à me convaincre que son père était un bon père, même si je crois pour ma part que c'était plutôt un homme brisé. Pendant son exil à Paris, il est descendu au Ritz, a bu quelques verres avec des amis et raconté quelques blagues. C'est à peu près comme ça qu'il a traversé sa vie. Les membres de la famille royale détestaient vivre en exil. Ils voulaient servir leur pays. Et ils étaient terriblement déçus qu'ils ne pouvaient pas. À un certain niveau, dans une version préliminaire de mon livre, il est écrit que le prince Andrew a abandonné son rôle de mari et de père, et le prince Philippe a écrit à la marge « C'est absurde, j'avais des vacances de 3 jours avec lui chaque été. Ce n'est pas l'idée que je me fais d'un bon père. » Son père avait en quelque sorte fui le foyer familial. C'était un personnage dissolu qui avait gaspillé les économies de la famille dans les casinos de Monte-Carlo, et sa mère était devenue nonne et était entrée dans les ordres. Il s'agit donc d'un milieu légèrement excentrique. Le prince Philippe était un fils dévoué, malgré que sa mère ait été absente pendant toute une grande partie de sa vie. Il avait l'habitude de lui écrire des lettres pour lui relater son quotidien. C'était une relation assez étroite. À la fin de sa vie, elle est allée vivre au Buckingham Palace. L'oncle de Philippe, le comte Mountbatten, avait l'habitude de l'appeler Alice au palais. Le prince Philippe m'a confié un jour « Mon père était absent, ma mère malade, j'ai dû faire avec. » Philippe commence à se réfugier dans les propriétés de campagne de certains parents éloignés. Le prince Philippe n'avait pas du tout d'argent. Certes, la famille avait beaucoup de parents riches qui possédaient des châteaux et de belles maisons, mais personnellement, il n'avait pas un rond. Il a même dû mettre du carton sous les semelles de ses chaussures, car elles étaient trouées. Il était vraiment sans le sou, mais cela ne le dérangeait pas parce qu'il était si confiant. Philippe a été élevé par des tantes, des oncles, des cousins, des sœurs. Il a dû se débrouiller, se défendre tout seul, et il s'en est très bien sorti. Il n'a jamais vraiment parlé de cette enfance difficile, mais elle a dû être extrêmement éprouvante. Les seules preuves que vous pourrez trouver sont dans les livres d'or, notamment ceux des années 1930 des différentes maisons où il est allé. Je l'ai vu quelquefois. Il nous rendait visite, inscrivait son nom dans la liste des noms et dans la colonne de l'adresse, il inscrivait simplement « sans domicile fixe ». Il était conscient pendant son enfance qu'il n'avait pas de domicile fixe, mais il ne s'en est jamais plaint. La personne la plus stable dans son enfance était sa grand-mère, Victoria, princesse Louis de Battenberg, plus tard marquise de Milford Haven. C'est elle qui lui a acheté ses vêtements scolaires, car son père ne s'occupait pas vraiment de lui et sa mère était absente. Les études ont permis de structurer la vie du jeune prince. Au début, le prince Philippe allait à l'école en Allemagne, à Baden, là où vivait l'une de ses sœurs. Il avait un brillant directeur, Kurt Hahn, qui a très vite vu ce qui se passait en Allemagne avec la montée du nazisme. Il a donc déménagé dans son entreprise en Écosse, à Gordonston, et y a créé une école. Gordonston était un internat écossais isolé dont le programme est axé sur la préparation physique, l'esprit d'initiative et l'autodiscipline.
Il a très bien réagi à ce mode de vie tourné vers l'extérieur, qui consistait en quelque sorte à former des citoyens responsables et à les faire progresser. Il a toujours été la vedette de son école. Il réussissait très bien en sport, ce qui est très important dans les écoles britanniques. Gordonstoun n'est pas une école qui convient à tout le monde, notamment à son fils, le prince de Galles, mais ça a été l'idéal pour le prince Philippe. Il s'en est très bien sorti. Alors que Philippe avait enfin trouvé une sorte de foyer, la petite fille du duc et de la duchesse d'York a été baptisée Élisabeth Alexandra Marie et affectueusement accueillie comme le bébé de l'Empire. Après que son oncle, le roi Édouard VIII, ait abdiqué par amour, elle était désormais destinée à devenir reine. La reine a eu une enfance idyllique, tout ce qu'il y a de plus parfait. Des parents aimants, des grands-parents aimants, une famille unie avec juste elle et sa sœur, la princesse Margaret Rose, 2 jeunes filles élevées à Londres. Elle s'adonnait à des activités champêtres et était entourée d'amour. Sa vie a toujours été tracée. Le fait qu'elle devienne un jour reine était inévitable. Elle a simplement suivi la voie qui lui était donnée. Dès son plus jeune âge, Élisabeth accompagnait souvent ses parents lors de visites royales. Nous sommes à Dartmouth, où le roi a étudié comme cadet avant la guerre, au Royal Naval College. Le voici maintenant en 1939, accompagné de la reine et des princesses. Philippe, désormais âgé de 18 ans, était diplômé de Gordonstoun. Malgré son désir d'intégrer la RAF, son oncle, Louis Mountbatten, l'a orienté vers la marine. L'influence de Lord Mountbatten était assez intéressante. Après avoir étudié de nombreux documents, je pense pouvoir vous dire que Lord Mountbatten ne s'intéressait pas du tout à lui jusqu'à ce qu'il entrevoie la possibilité qu'il épouse la princesse Élisabeth. Mountbatten s'est arrangé pour que son neveu prenne part à la fête royale à Dartmouth. Le prince Philippe était chargé de s'occuper des princesses pendant que le roi faisait son devoir, et ça a été le coup de foudre. Elle avait environ 13 ans. Il était là, il faisait le beau, et assurément il avait fière allure. Des images montrent Philippe en uniforme, à quelques pas derrière la famille royale. C'est la première fois que lui et Élisabeth sont filmés ensemble. Le prince Philippe était drôle, plein d'esprit, très beau, et plutôt imbu de sa personne. C'était un jeune homme très attachant, très charmant et très gentil. On comprenait aisément qu'une jeune fille puisse tomber amoureuse de lui. C'était un magnifique viking blond. Lorsqu'ils sont partis en fin de journée, Philippe a rapidement manœuvré son embarcation jusqu'au navire royal en leur faisant un signe de la main pour leur dire au revoir. C'était pour le moins présomptueux. Le jeune couple entame alors une correspondance écrite. On n'aurait jamais pensé qu'ils puissent être si bien assortis, car la princesse Élisabeth avait grandi dans un environnement très protégé, tandis que le prince Philippe avait reçu une éducation beaucoup plus bohème. L'establishment royal doutait quant aux aptitudes de Philippe. Ils n'étaient pas contre Philippe, mais contre le fait qu'il ne faisait pas partie de l'establishment britannique. Il avait peut-être du sang royal, mais il était indigent et avait des antécédents familiaux difficiles. Le roi George et la reine Élisabeth estimaient qu'elle était trop jeune pour se décider. Et ils auraient peut-être préféré un riche aristo anglais ou écossais à un prince sans le sou. Le prince Philippe a tout de suite mis les pieds dans le plat lorsqu'il est arrivé à Balmoral pour rencontrer les parents de la princesse Élisabeth, le roi George VI et la reine Élisabeth. Il est entré dans la pièce et a fait révérence parce qu'il portait un kilt et qu'il pensait que cela le rendrait sympathique aux yeux de ses futurs beaux-parents. Mais ils n'ont pas du tout trouvé ça drôle. Les gens de la cour n'ont pas été très aimables. Ils estimaient que c'était un ignorant, qu'il n'avait pas reçu une bonne éducation, vu qu'il n'était pas allé à Eton, ce qui était le propre des gens de leur rang. Il m'a raconté que lorsqu'il est allé séjourner au château de Windsor,
un larbin l'a conduit à sa chambre et lui a montré le chemin, et lui a dit avec un peu d'impatience « Je connais le chemin, vous savez, ma mère est née ici ». Il le considérait comme un diamant brut. En plus, c'était un étranger. Ses sœurs étaient profondément germaniques. Elles avaient toutes épousé des Allemands, dont 2 étaient nazis. C'était une situation assez difficile, si bien que la reine-mère l'avait surnommé le Hun. Lorsqu'il entrait dans une pièce, elle disait « Le Hun est là », ce qu'il n'appréciait particulièrement pas. Sa sœur, Sophie, qui est devenue la princesse George de Hanovre, et dont le premier mari, le prince Christopher de Hesse, est décédé en 1943, avait été membre du parti, et ils ont tous été désillusionnés par la suite. Ça ne fait aucun doute parce que plusieurs princes en Allemagne ont été enrôlés par Hitler. Cécile vivait à Darmstadt et était mariée au grand-duc qui avait littéralement hérité du titre. Il venait assister au mariage de son frère avec Margaret Geddes en Angleterre. Malheureusement, dans le brouillard à Ostende, l'avion a heurté une cheminée et tout le monde à bord est mort. Le prince Philippe a été convoqué dans le bureau de son père. Je me souviens que lorsque j'ai commencé à travailler dans son bureau, on m'a dit qu'il s'était passé une chose horrible à propos de sa sœur, qui lui pesait énormément, d'autant plus qu'elle était enceinte à l'époque. Le bébé est né dans le traumatisme de l'accident. Il s'est donc rendu avec son père à Darmstadt, à l'enterrement, et il n'y avait que des rangées de cercueils. Il ne faisait aucun doute que l'influence nazie était très forte à Darmstadt. Mais on ne peut l'imputer au prince Philippe. Il était là pour les funérailles de sa sœur, mais il avait aussi parfaitement conscience de ce qui se passait. Néanmoins, ça a été très difficile pour lui lorsqu'il a épousé la reine, car certains des courtisans les plus influents considéraient qu'il était allemand. Avoir un quelconque lien avec l'Allemagne était sur le point de devenir extrêmement fâcheux. Nous sommes désormais en guerre et nous allons faire la guerre jusqu'à ce que l'autre partie en ait assez. Philippe était un très bon marin. Il a commencé son service naval en 1939. Il a servi sur les théâtres de guerre en Europe et en Extrême-Orient. En service à bord du HMS Valiant en Méditerranée, Philippe se fait remarquer lors d'une attaque nocturne contre 3 croiseurs italiens. Il a fixé un projecteur sur le pont d'un navire ennemi et l'a maintenu en place jusqu'à ce que la bataille soit gagnée. C'était la plus grande victoire en mer de la Grande-Bretagne sur les Italiens. Il a servi avec grand mérite dans les eaux intérieures de la Méditerranée, au Cap Matapan, en Extrême-Orient, et a été mentionné dans les dépêches. Aussi, lorsque les gens parlaient de la victoire de l'Europe, cela ne comptait pas pour lui parce qu'il devait continuer de servir jusqu'à la fin de la guerre. Et la guerre en Extrême-Orient s'est elle aussi achevée un peu plus tard. Alors qu'Élisabeth attendait patiemment le prince avec lequel elle correspondait, Philippe a reçu une mention dans les dépêches et une croix de guerre grecque. Le prince Philippe a été héroïque durant la guerre. C'était un jeune homme et il a apprécié cette période. Il a fait ce qu'il avait à faire. Les officiers qui l'ont connu à ce moment-là, mais aussi les hommes qui ont servi sous ses ordres, l'ont beaucoup apprécié. Ils estimaient que c'était un bon chef et un brave type. Il a donc eu une brillante carrière dans la marine et il espérait la poursuivre. L'héroïsme de Philippe n'est pas passé inaperçu dans son pays. Ni ses parents, ni la jeune fille elle-même ne souhaitaient qu'elle mène sa vie dans son cocon protégé. Elle approchait rapidement de l'âge adulte. Sa confiance en elle transparaissait dans son comportement. Pendant la guerre, la princesse Élisabeth avait une photo de lui sur son manteau de cheminée et sa nounou lui a dit « Vous ne devriez pas mettre ça là, sinon les gens vont commencer à parler. » La princesse Élisabeth est partie et est revenue avec une autre photo du prince Philippe avec une barbe. Et elle a dit « Personne ne le reconnaîtra sur celle-ci. » La victoire a permis à Élisabeth, alors âgée de 20 ans, de renouer avec Philippe. Après avoir passé des années à héberger son neveu, Lord Mountbatten a accéléré son plan pour le héros de guerre désormais anglicisé. Son oncle se montra très intéressé et contribua à établir le prince Philippe. Ils ont changé son nom de Schleswig, Holstein, Sonderburg, Klutzburg en Mountbatten. Sa religion, qui est passée de l'orthodoxie grecque à l'Église d'Angleterre,
et en ont fait de lui un citoyen britannique. Lord Mountbatten a encouragé ce mariage autant qu'il le pouvait et est devenu beaucoup plus proche de Philippe qu'il ne l'avait jamais été. Le mariage de la fille de Lord Mountbatten, Patricia, dont les princesses faisaient partie des invités, a été un événement royal des plus agréables. À la porte de l'église, le prince Philippe de Grèce, désormais lieutenant Mountbatten, donne un coup de main avec les manteaux. Philippe était un prince en partie allemand, ce qui a suscité du ressentiment et du mécontentement dans le pays. Il est clair que cela affectait également la famille royale, qui s'inquiétait d'une telle union. Ils avaient dû consolider leur propre monarchie, leur propre trône, à peine une génération plus tôt, à la suite du renversement du tsar en Russie, et ils ne voulaient pas que des sentiments anti-allemands éclatent à nouveau à cause du choix du mari d'Élisabeth. Lord Mountbatten a vu le danger que représentait Lord Euston, futur duc de Grafton, qui était un grenadier garde et un grand ami de la reine. Il se dit que Lord Mountbatten lui aurait accordé une double promotion et l'aurait envoyé comme ADC de Lord Wavell en Inde, ce qui l'a très commodément mis à l'écart. Ils ont chargé l'arme pour lui et l'ont laissé appuyer sur la gâchette. Ils ne pouvaient pas le forcer à le faire. Le roi a d'abord refusé d'autoriser le couple à se marier, mais la princesse menaça d'abdiquer si elle perdait son prince. Un certain nombre de femmes se sont pâmées devant lui parce que c'était un beau jeune homme et un fringant officier de la marine. Il y avait un certain malaise parmi les membres les plus haut placés de la famille, mais ils ont réussi à surmonter cela. Il faut dire que Philippe était un homme très charmant, compétent et clairement dévoué à Élisabeth, ce qui signifiait tout pour le roi George. Ils formaient une famille très unie et cela aurait marqué la fin de cette unité. Le roi adorait ses filles. Il était très heureux de cet arrangement. Beaucoup de familles s'inquiétaient lorsqu'une fille décide soudainement de se marier au premier homme dont elle tombe amoureuse. Afin de voir si cela allait fonctionner ou pas, le roi les a tous emmenés en Afrique du Sud pour les faire patienter un peu. Mais après ce séjour, il s'est rendu compte que le mariage allait bel et bien se dérouler, et c'est ce qui s'est passé. Après 1 an d'attente, les fiançailles ont été annoncées publiquement. Je suis très heureuse que mon futur mari soit à mes côtés. Le peuple était ravi. C'était les années de guerre austère. Londres était une ville sale, grise et dévastée. Et soudain, ce couple à l'allure radieuse allait se marier, de sorte que tout le monde pouvait s'identifier à la joie de leur idylle. La reine-mère espérait vraiment que la reine épouserait un grenadier garde. Il y en avait beaucoup au château de Windsor pendant la guerre. Elle a demandé « Les grenadiers ne seront-ils pas fâchés ?» Et en fait, ils étaient tellement fâchés qu'ils ont refusé que le prince Philippe devienne colonel du régiment en 1952, ce qui n'était pas très gentil de leur part. Il a arrêté de fumer le matin de son mariage. Il a fumé sa dernière cigarette, l'a éteinte et n'en a plus jamais touché une. C'est typique du prince Philippe. Tout ce qu'il a accompli est le fruit d'une volonté sans faille. Il s'est contenté de fumer une cigarette et s'est dit « Voilà, c'est fini, je ne fumerai plus jamais ». Le mariage a été un moment haut en couleur. Comme il s'agissait d'une cérémonie en uniforme de service, il n'y avait pas de tunique rouge ou d'autres tenues de ce genre. Le rationnement était toujours en vigueur et ce n'était pas si évident. Néanmoins, cela a donné à tout le monde un grand espoir pour l'avenir. Aucune de ses 3 sœurs encore en vie ne fut invitée au mariage, ce qu'elles regrettèrent amèrement. Mais heureusement, lors du couronnement en 1953, elles étaient toutes présentes. Gandhi lui a envoyé un plateau en tissu qu'il avait spécialement confectionné pour elle. La reine Marie, la grand-mère de la reine, a cru qu'il s'agissait de son pagne et a demandé « C'est quoi cette abomination ?» Philippe et Élisabeth ont endossé leur nouveau titre, le duc et la duchesse d'Édimbourg. Si vous regardez les photos de leur lune de miel à Broadlands, la maison de Lord Mountbatten, vous verrez qu'ils se regardent avec beaucoup de tendresse. À l'époque, le prince Philippe écrivait des choses assez fringantes à son sujet. Elle était très belle.
Clarence House, à Londres, est devenue la résidence royale. Le mariage a apporté au prince Philippe une grande stabilité, malgré ses dénégations et son affirmation qu'il allait bien. Cela lui a donné un foyer pour commencer et un endroit où il pouvait être entouré de ses amis. Malgré les difficultés, Philippe s'est adapté à son nouveau rôle. Entre ses fonctions dans la marine, les efforts diplomatiques et les engagements caritatifs, le couple a eu 2 enfants, Charles en 1948 et Anne en 1950. Il a dû mettre un frein à beaucoup de choses qu'il pensait pouvoir accomplir avant que la reine monte sur le trône, mais il en a fait beaucoup plus par la suite. Pendant les premières années de leur mariage, le prince Philippe était dans la marine. Il n'était donc pas exactement un homme au foyer, mais il s'occupait des enfants. Il avait évidemment des nounous, mais la reine était occupée par les affaires de l'État. Elle avait 26 ans et 2 enfants en bas âge. Le prince Philippe prenait les décisions concernant les enfants. C'était un mariage à l'ancienne, où l'on s'en remettait à l'homme, car c'est ainsi que la reine avait été élevée. Et il était évident que c'est comme ça que les choses devaient être. Il aimait beaucoup l'idée d'élever les enfants. Il a jeté le prince Charles dans la piscine du palais de Buckingham. Ils ont connu une période merveilleuse. Le prince Philippe était souvent à Malte, car la marine y était très active. Le Grand Harbour accueillait de magnifiques navires, et il y avait des matchs de polo et des soirées dansantes à l'hôtel Phoenicia. La reine a toujours dit que Malte était le seul endroit, en dehors de l'Angleterre, où elle se sentait chez elle. Elle pouvait s'y promener dans sa petite voiture, faire du shopping, aller au cinéma, regarder le prince Philippe jouer au polo. Cet endroit leur permettait de se détendre et d'être une jeune famille, tout ce qu'il y a de plus normal. Mais cette vie simple ne durera pas. Alors que Philippe et Élisabeth étaient en tournée au Kenya, le roi mourut subitement. Depuis Sandringham, la reine-mère s'est entretenue avec sa fille au téléphone. C'est ici que gît le corps de notre roi bien-aimé, que la mort, avec soudaineté cruelle, a arraché à la vie. La haute et puissante princesse Élisabeth Alexandra Marie est désormais, par la mort de notre défunt souverain d'heureuse mémoire, devenue la reine Élisabeth II par la grâce de Dieu, reine de ce royaume. Élisabeth est désormais reine. Selon son écuyer, Michael Parker, qui les accompagnait au Kenya à ce moment-là, le choc a été total. Il est devenu tout blanc, a posé un journal sur son visage, a essayé de digérer l'énormité de la situation, car ni lui ni la princesse ne pensaient que son père allait mourir. Il s'attendait à profiter encore de 10 ans de liberté avant que la princesse ne doive reprendre les rênes de la monarchie. Ce fut donc un énorme choc. Leur existence heureuse était terminée. Il pensait qu'il resterait officier de marine et femme jusqu'au moins en 1960. Il s'est avéré qu'il avait surestimé les choses. Bien entendu, leur vie a considérablement changé. Il a dû renoncer à sa carrière, ce qu'il a considéré comme un échec majeur. Et il a dû s'adapter à ce rôle inédit de partenaire de la souveraine, de compagnon de la reine. C'était un terrain inconnu pour lui. En tant que consort de la reine, Philippe s'est vu attribuer des titres cérémoniels. C'est probablement l'un des plus gros coups durs qu'il ait eu à subir dans sa vie, car il détestait recevoir des nominations qu'il n'avait pas méritées. Vous ne pouviez pas lui accorder quoi que ce soit, un honneur quelconque, sans pouvoir prouver qu'il l'avait mérité. C'est pourquoi il détestait être soudainement nommé amiral de la flotte, maréchal de camp et maréchal de l'armée de l'air, et on comprenait pourquoi. Son oncle, Lord Mountbatten, et son grand-père avaient été à la tête de la marine, et tout le monde s'accordait à dire que le prince Philippe aurait pu y arriver par lui-même. Il est indéniable que le rôle de consort de la reine d'Angleterre est très important. Vous n'abandonniez donc pas une carrière dans la marine pour ne rien faire ensuite. Une fois reine, la charge de travail d'Élisabeth s'est intensifiée.
La reine ne discute pas des affaires d'État avec le prince Philippe parce qu'elle n'en a pas le droit d'un point de vue constitutionnel. Elle est souveraine en vertu du loi du Parlement et par le biais de la succession, et les documents gouvernementaux lui reviennent. Cependant, prince du Royaume-Uni ou non, Philippe, lui, n'a pas le droit de consulter les documents d'État. J'ai demandé au duc d'Édimbourg s'il savait ce qu'il devait faire. Il m'a répondu « Non, je n'en ai aucune idée ». Je lui ai dit « Des gens ne vous ont-ils pas dit quoi faire ?» Il m'a répondu « Non, ils m'ont plutôt dit quoi ne pas faire. » La reine, lorsqu'elle est devenue reine, avait déjà un rôle bien défini. Ce qu'elle avait à faire était clair. Elle s'y est donc attelée tout naturellement et facilement. Le prince, lui, est resté sur la touche, ce qui a constitué un défi pour lui, car la reine avait alors pour conseiller un premier ministre, Winston Churchill, qui était un vieil homme et qui l'avait littéralement porté sur ses genoux dans les années 1920, alors qu'elle n'était qu'une petite fille et la secrétaire privée de son père. Ces deux vieillards, pour ainsi dire, ont pris le dessus sur la reine qui n'avait alors que 26 ans, et le duc d'Édimbourg a été mis de côté. La reine est une femme foncièrement timide. La présence de Philippe à ses côtés l'a énormément aidée. Imaginez que vous soyez un tant soit peu timide et que vous entriez dans une pièce où tous les regards sont braqués sur vous, où des centaines de personnes attendent de savoir ce que vous allez dire, ce que vous allez porter, ce que vous allez faire. Le couronnement de la nouvelle reine a donné à Philippe l'occasion de prouver sa valeur. Le palais Saint-James était le lieu qui a accueilli la nouvelle commission du couronnement présidée par le duc d'Édimbourg. L'organisation de l'événement a été la première tâche de Philippe en tant que consort royal. Elle s'est déroulée sans encombre. Lors du couronnement, l'humour du prince Philippe s'est fait remarquer dès le début, et juste après le couronnement de la reine, il a dû s'agenouiller à ses pieds et lui prêter serment d'allégeance. Quelques secondes plus tard, il lui a dit « Où avez-vous trouvé ce chapeau ?» C'est là l'un des exemples de la manière dont il arrivait à détendre la reine en faisant preuve d'humour. Il était le parfait allié, car il la faisait rire dans les moments les plus graves. La famille royale s'est rassemblée sur le balcon du palais pour être acclamée par ses sujets le jour du couronnement. Mais en dehors du mariage, Philippe était frustré par les tentatives de l'establishment britannique de limiter son influence. Lorsque la reine est montée sur le trône, Winston Churchill a insisté, en tant que Premier ministre, pour que le prince Philippe ne puisse pas avoir son nom Mountbatten pour nommer ses enfants. L'oncle de Philippe, Lord Mountbatten, avait dépassé les bornes. Lord Mountbatten s'est donc vanté lors d'un dîner que la maison Mountbatten régnait désormais sur ce pays. Et il n'avait pas tout à fait tort. Ce qui s'est passé, c'est que le prince Ernst de Hanovre, qui était à table avec Lord Mountbatten, est allé voir la reine Marie et lui a dit « Vous savez, c'est ce que Mountbatten est en train de dire. » Et elle a convoqué Churchill et lui a dit que ce n'était pas possible. Et Churchill était un personnage très puissant. Et dans une certaine mesure, je pense qu'il a plutôt intimidé la reine pour qu'elle continue à s'appeler la maison de Windsor. Et il y avait de très bonnes raisons de le faire. La maison de Windsor a un très bon nom pour la maison royale. Tout le monde connaît le château de Windsor, tout le monde l'aime. Bien entendu, il s'agit également d'un nom inventé en 1917. Mais on dit, je pense, que le prince Philippe était sincèrement ennuyé parce que la plupart des hommes donnent leur nom à leur famille. La vantardise de Mountbatten a scellé le destin de la dynastie. Philippe était furieux et leur relation ne se rétablirait jamais complètement. Il s'est même plaint. « Je ne suis rien d'autre qu'une foutue amibe. » Il est le seul homme de la chrétienté, se plaint-il, dont les propres enfants ne portent pas son nom. Il en était mécontent. Mais c'était aussi à cause des restrictions sur ce qu'il pouvait et ne pouvait pas faire. Il ne pouvait pas parler aussi franchement comme il l'avait fait auparavant. Les courtisans de la vieille école du palais de Buckingham étaient très hostiles à son égard. Ils ne l'aimaient pas. Ils pensaient qu'il serait un coureur de jupons. Ils n'appréciaient pas ses opinions et ses idées de modernisation. C'était un jeune homme brillant, vif d'opinion. Il n'aimait pas l'organisation de Buckingham Palace. Il le trouvait étouffant. Il trouvait ridicule cette habitude qu'ont les serviteurs de porter des perruques. Il voulait donc être plus qu'une simple bouffée d'air frais. Il allait faire de grands changements s'il voulait rester dans les parages. Mais il y a eu une période où il s'est dit « Je ne suis pas sûr d'être fait pour ça ». Un tour du monde a permis à Philippe d'échapper aux restrictions de la vie royale. Le prince Philippe s'est rendu à Melbourne pour inaugurer les Jeux Olympiques en Australie. Puis il a profité de l'occasion pour détourner, si l'on peut dire, le Royal Yacht Britannia et a navigué pendant 3 mois avec ses amis.
Le prince Philippe est parti pendant près de 6 mois avec son écuyer, Michael Parker. Ils ont fait une sorte de tour du monde sur le Britannia. Et bien sûr, cela a fait jaser et les gens ont imaginé qu'il devait avoir des liaisons extravagantes dans le monde entier. Les spéculations allaient bon train dans les journaux, en particulier à l'étranger, selon lesquels le mariage était en grande difficulté. Le prince Philippe était un mâle alpha. Je le déclarais comme un grand homme parce qu'il peut se mêler aux hommes et être l'homme d'un homme. Mais c'était aussi un homme à femme. Il pouvait faire sourire les femmes et se transformer en gelée. Le prince Philippe a été accusé à maintes reprises, et cela remonte aux journaux français des années 1950, d'avoir l'œil et peut-être même la main baladeuse. Au début des années 60, il est apparu que le prince Philippe se rendait au Thursday Club, un club londonien fréquenté par des personnages très osés. Toutes sortes de rumeurs circulaient sur le fait qu'il y aurait rencontré plusieurs femmes. On a dit beaucoup de bêtises sur les orgies du Thursday Club, qui n'étaient en fait que des soirées entre garçons ivres. Des histoires ont été écrites sur toute une légion de femmes avec lesquelles Philippe aurait eu des liaisons. Il avait certainement un œil pour les jolies femmes, et il aimait, vous savez, la compagnie de jolies femmes. Il y a eu pas mal de rumeurs. Et le problème, c'est que comment savoir si une liaison est physique ou s'il s'agit simplement d'une amitié et d'une attirance? Et c'est là le problème. Le prince Philippe avait une façon de répondre aux accusations de liaison passées. Il a dit que si vous savez, comment pourrais-je faire cela si j'avais toujours un détective avec moi, si j'étais toujours entouré de gens? En fin de compte, il n'y a jamais eu de preuves solides qu'il avait de ces liaisons. Le prince Philippe était de ceux qui font du lèche-vitrine, mais il n'achetait pas. Sur une ligne lointaine, au milieu du Pacifique, une escorte, une sérénade par les dames de l'île et son Altesse royale portée par un trône sur l'île du Pacifique. À mi-chemin de la tournée Britannia, une crise survient lorsque l'écuyer de Philippe, le capitaine Michael Parker, est poursuivi en justice pour obtenir le divorce. Sa femme allègue l'adultère. Les rumeurs se multiplient, surtout à l'étranger, ce qui n'est pas la première fois depuis 100 ans. C'est la presse américaine qui a lancé la rumeur, tout comme elle l'a fait pour la liaison du roi Édouard VIII avec Wallis Simpson. Et c'est la presse américaine qui a publié histoire après histoire, suggérant que Philippe était en train de faire des bêtises pendant qu'il était hors du pays. Les rumeurs étaient telles que Buckingham Palace et la reine étaient si préoccupées qu'elle a autorisé le palais à publier la seule et unique déclaration sur l'état de son mariage avec le prince Philippe, disant en substance que tout allait bien. Mais surtout, elle s'est envolée pour le Portugal afin de le rencontrer avant son retour au Royaume-Uni. Je pense qu'il s'agissait là d'une concession importante, si l'on peut dire, à toutes ces rumeurs, et qu'elle montrait que tout allait bien dans le mariage. La reine, supposant qu'il s'était laissé pousser la barbe pendant son absence, s'est en fait présentée avec une fausse barbe pour essayer de l'accueillir. En fait, il l'avait rasé le temps qu'il arrive. La plaisanterie était donc tombée à plat. Mais entre-temps, il semble avoir s'être réconcilié. 4 ans plus tard, le prince Andrew est né, puis le prince Édouard. C'est pourquoi le prince Andrew a été surnommé l'enfant de l'amour, parce qu'il indiquait en quelque sorte que le mariage était de nouveau sur les rails en 1960. Cette expérience n'a pas permis à la presse d'apprécier Philippe. Le prince Philippe n'aimait pas les médias et ne voulait pas s'engager dans une conversation avec eux. On le voit toujours, comme vous le savez, avec une personnalité plutôt grincheuse. Je m'entends très bien avec la presse. Comme d'habitude, je pense, mais il y a certaines choses qu'ils font occasionnellement et que je n'aime pas trop. Il s'en va dès que quelqu'un pose une question idiote. Je veux dire par là qu'un journaliste a dit « Comment s'est passé votre vol, monsieur ?» Et il a répondu « Avez-vous déjà été dans un avion ?» Le journaliste a dit « Oui. » C'est exactement comme ça. Ou « Comment vous vous sentez aujourd'hui, monsieur ?» Le journaliste a dit « Eh bien, est-ce que j'ai l'air malade ?» Philippe s'est lancé dans des œuvres caritatives, usant de son influence pour faire avancer les causes qui le passionnaient.
Le prince Philippe a déclaré qu'il ne lui en voulait pas d'avoir perdu sa carrière, mais qu'il savait qu'il devait trouver quelque chose d'autre à faire. Et parce qu'il n'est pas le genre d'homme qui peut rester 5 minutes sans rien faire. Ce qu'il faisait, c'était de déterminer quand on avait besoin de lui, et la reine avait besoin de lui pour beaucoup de choses au cours de l'année. Lorsqu'il n'était pas sollicité, il labourait son propre sillon. La récente tournée du prince Philippe en Amérique a permis de récolter $1 million pour des œuvres de charité en faveur des enfants. Le prince Philippe était un homme qui vivait dans le présent. Si vous avez eu une enfance comme la sienne, vous ne passez pas beaucoup de temps à regarder en arrière. C'était un homme qui aimait aller de l'avant à tout moment, et, vous savez, un homme d'action. Il y avait toujours une nouvelle question, un nouveau problème, de nouvelles choses à résoudre. Peu après la guerre, la National Playing Field Association a été créée parce que les autorités locales voulaient construire sur des sites bombardés et sur la ceinture verte parce qu'il y avait une pénurie désespérée de logements en raison de l'aplatissement des terrains pendant la guerre de 39-45. Le prince Philippe a mis son pied à terre avec Kurt Hahn, qui a créé Gordonstoun, et a dit « Non, les enfants doivent avoir de l'espace pour courir, pour respirer. » Et c'est pourquoi nous avons tant d'espaces ouverts, de parcs et de ceintures vertes dans tout le Royaume-Uni. Et c'est en grande partie grâce à lui. Et vous savez, les gens ne le savent pas. C'est la première organisation caritative nationale à laquelle il a participé après ses fiançailles avec la princesse Elisabeth en 1947. Ce qui m'a surpris lorsque je suis arrivé au bureau, c'est de constater, d'une part, qu'il était le président et qu'il était là, et d'autre part, qu'il avait trouvé quelqu'un de très dévoué à la tâche à accomplir et de très actif. Il s'intéressait à la psychologie. Il a beaucoup lu Carl Jung, le psychologue analytique suisse. Jung pensait que les personnes heureuses dans cette vie sont tournées vers l'extérieur, ne s'intéressent pas à elles-mêmes, s'intéressent aux autres et au monde qui les entoure, à la science, à la nature, à l'art, au monde au-delà d'elles-mêmes. Philippe avait de réelles réserves à l'égard des personnes qui passaient leur temps à ruminer sur elles-mêmes, à penser à elles-mêmes, à s'étreindre, à être gentilles avec elles-mêmes. Il n'avait pas grand-chose avec tout cela. Il s'intéressait beaucoup à la condition physique des jeunes. Il a dit un jour qu'il craignait que les enfants de demain n'aient plus qu'à se préoccuper de soulever un couteau et une fourchette. Et ce, des décennies avant que nous ne commencions à nous préoccuper de l'obésité. Le programme du prix du Duc d'Édimbourg a touché la vie de millions de personnes. Il enseigne le leadership et permet d'obtenir différents certificats. Une fois que vous obtenez un étalon d'or, on est vraiment arrivé à quelque chose. Il a été la première personne royale à parler de la surpopulation et de la conservation. Il savait que certaines espèces allaient disparaître si elles n'étaient pas préservées. Le prince Philippe a été président du Fonds mondial pour la nature pendant de très nombreuses années. Il pouvait se rendre dans n'importe quel pays du monde et rencontrer les chefs d'État. Le travail qu'il a accompli dans le domaine de la conservation au fil des ans a été extraordinaire. Il a également allégé le fardeau de la reine en ce qui concerne la gestion des domaines royaux. Il a fait tout cela pour elle parce qu'il s'est rendu compte que c'était un domaine dans lequel il pouvait beaucoup l'aider. Il a joué un rôle de premier plan dans la gestion des domaines de Sandringham et Balmoral. Il était également garde forestier adjoint au château de Windsor. Il a donc eu une influence considérable sur le développement durable au sein des résidences. Il devait trouver son propre rôle et c'est ce qu'il a fait grâce aux différents projets dans lesquels il s'est impliqué. Et puis les 830 autres organisations et plus dans lesquelles il a été impliqué. La soirée a permis de récolter 10 000 livres pour le programme du prix du Duc. Tout le monde s'est donc bien amusé. Il a fait une réelle différence dans la vie des gens. Comme il me l'a dit un jour, la collecte de fonds ne s'arrête jamais. Lorsque le cycle sans fin des devoirs royaux et caritatifs était devenu trop pesant, Philippe s'est retiré dans les propriétés de campagne de la famille. Travailler pour quelqu'un de puissant, de riche, de célèbre, ce qui est bien sûr le cas de la famille royale, c'est tout cela à la fois. Ils ont deux vies. Il y a le travail et il y a leur plaisir. J'ai eu beaucoup de chance, car j'ai participé au plaisir de son Altesse royale. J'ai commencé au bas de l'échelle et j'ai gravi les échelons jusqu'à devenir le coach privé de son Altesse royale, le Duc d'Édimbourg. Le prince Philippe venait de Buckingham Palace, qui était le bureau du château de Windsor, et passait un merveilleux week-end à conduire les chevaux. Les chevaux ne se souciaient pas de qui il était. Ils se comportaient parfois bien et parfois pas. Mais pour lui, c'était une libération spirituelle.
Il appréciait le fait que les chevaux ne fassent pas toujours ce qui leur a été demandé. Je pense que c'était sa thérapie personnelle. Mais Philippe ne se contentait pas de trotter tranquillement. Il a contribué à faire de l'attelage de compétition un sport international en plein essor. C'était assez surréaliste. En fait, que son mari, le mari de Sa Majesté la Reine, conduise une voiture que lui et moi avons conçue et construite pour un sport qu'il avait inventé avec des chevaux qu'elle avait élevés. C'était assez unique. Nous avons participé à plusieurs championnats européens, mondiaux et nationaux. Il était un compétiteur international. À titre personnel, il a remporté 2 médailles de bronze et une médaille d'or au sein de l'équipe britannique d'attelage. C'était donc un excellent cavalier. Pour faire quoi que ce soit avec les chevaux, il faut être un excellent communicateur. Les compétitions auxquelles nous allions étaient toujours l'occasion d'une soirée ou d'un cocktail, et le voir se frayer un chemin dans la salle était... J'aurais aimé en avoir 10%. Mais bien sûr, dans le feu de l'action, le prince Philippe était parfois coupable de parler comme un marin à ses chevaux lorsque nous passions les obstacles, s'ils n'allaient pas exactement là où il voulait qu'ils aillent. Mais Philippe n'était jamais loin de son rôle principal d'époux de la reine. En 1977, Élisabeth était sur le trône depuis 25 ans et était sous les feux de la rampe partout où elle allait. Personne ne peut rester normal en présence de la reine. La reine est entourée d'une douve invisible. Ses propres enfants lui font la révérence quand ils la rencontrent pour la première fois dans la journée. La renommée se reflète sur Philippe. La première fois que j'ai rencontré le duc d'Édimbourg, j'étais un peu nerveux. Vous savez, j'avais peur de dire ou de faire quelque chose de mal. Mais il a été un véritable gentleman. Il m'a fait me sentir chez moi, très à l'aise. Le duc était la seule personne sur la planète à traiter la reine comme un être humain, simplement parce qu'il était son partenaire, son âme sœur, son meilleur ami. En coulisses, le prince Philippe portait le pantalon. On en a eu un exemple lorsqu'il conduisait avec son oncle, Lord Mountbatten, à l'arrière de la voiture. Il traversait le domaine royal et la reine a commencé à se plaindre que le prince Philippe conduisait trop vite. Il lui a dit « Si tu te plains encore une fois de ma conduite, je te jette dehors ». Et elle s'est tue. Lorsqu'ils se sont arrêtés, Lord Mountbatten a dit à la reine « Pourquoi le laissez-vous vous parler ainsi ?» Et elle a répondu « Eh bien, parce qu'il m'aurait jeté dehors. » Une fois, j'ai accompagné la reine et le duc d'Édimbourg au Royal Variety Show. Elle a disparu au milieu de la foule pour être présentée à plusieurs personnes. Je me tenais à bord de la foule avec le prince Philippe. Il observait la scène. Soudain, je me suis rendu compte qu'il avait attiré son attention et, à travers la salle bondée, je les ai vus se regarder. Elle a souri et il a levé son verre à son intention. C'est là que j'ai compris qu'il y avait un lien très spécial entre ces deux-là. Ce n'est pas évident, mais c'est là. Philippe a joué son rôle de représentant de Sa Majesté. Il aimait faire bonne figure. Il s'habillait toujours de façon impeccable. Il était conscient de ce qu'il portait. Lorsque nous nous présentions à un événement, il portait toujours la bonne cravate. Il avait toujours un mouchoir dans sa poche à l'angle exact, la même ligne que son père avait l'habitude d'avoir. Il vient de cette époque où les hommes s'habillaient très élégamment. On ne le voyait jamais sortir avec une chemise, une cravate et une veste. Ils étaient là à l'époque de, disons, l'ancien Hollywood. Même s'ils n'ont jamais été considérés comme des célébrités, vous le voyez à ces différents événements, cravate blanche, cravate noire, costume long, ils étaient toujours impeccables. Le style de Philippe avait un tel impact que pour certains, il a atteint un statut spirituel. Il y a une île au plus profond de l'océan Pacifique où les habitants vénèrent le prince Philippe comme une divinité, comme un dieu. C'est le seul endroit sur Terre où il est supérieur, si l'on peut dire, à sa femme, car partout ailleurs, c'est elle qui est souveraine.
senior, if you like, to his wife, because everywhere else, she's the sovereign, she's the queen. Elle est la reine. He's the man. Il est l'homme qui se tient 2 pas derrière. Là-bas, c'est le Dieu qu'il vénère. He is the godlike figure who they worship. Il le vénère comme un Dieu. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque j'en ai parlé avec lui, il m'a répondu « Je ne veux pas en parler ». Et j'ai dit « Pourquoi ?» Il m'a répondu « Parce que, vous savez, vous voudriez juste vous moquer des gens. Vous voulez faire... C'est une histoire drôle pour vous. » Une photo de ces autochtones avec une photo de moi dans leur bateau comme si c'était « Nous ne pouvons pas respecter les traditions des gens, quelles qu'elles soient. » En fait, ils lui ont même gentiment envoyé une gourde à pénis à un moment donné et ont reçu une lettre en retour lorsque le palais a été interrogé pour savoir si le prince Philippe allait la porter. Le courtisan a répondu « Nous sommes réticents à engager son Altesse royale. » Lorsque vous rencontrez des membres de la famille royale, c'est toujours difficile. Quelqu'un a dit un jour que lorsque les membres de la famille royale quittent la pièce, c'est un peu comme si on vous enlevait une graine de votre dent. Vous savez, c'est un soulagement parce que c'est assez gênant. Le duc d'Édimbourg en était conscient, et chaque fois qu'il rencontrait des gens, il s'efforçait de faire rire au moins l'un d'entre eux. Et il y parvenait généralement. Vous allez voir à l'œuvre le plus grand dévoileur de plaques au monde. C'était amusant d'être en compagnie de la reine et du prince Philippe. J'essayais toujours de prendre une journée pour suivre le prince Philippe. C'était très drôle d'être si proche de lui et de le voir interagir avec les gens. Un exemple typique est lors de la visite au National Cyber Centre chargé de la surveillance de toute éventuelle attaque nucléaire ou réseau d'espionnage. Il a demandé à l'un des gars assis devant son ordinateur « Parlez-vous russe ou chinois ?» Le type lui répondit que non, et il lui a dit « Espérons qu'ils n'attaqueront pas quand vous serez aux commandes. » Un autre exemple, c'était au Ghana. Il a demandé « Combien de députés avez-vous dans votre Parlement ?» On lui a répondu « Environ 200. » Et il a dit « C'est à peu près ça. Notre Parlement en compte 650 et la plupart d'entre eux ne servent strictement à rien. » En 1963, lors de la cérémonie d'indépendance au Kenya, plusieurs États avaient déjà été cédés par l'Empire britannique. Alors que minuit sonnait, que la fanfare retentissait, que le jet de l'Union descendait et que le drapeau kényan allait être hissé, il s'est tourné vers Jomo Kenyatta, le dirigeant kényan, et lui a demandé « Êtes-vous sûr de vouloir aller jusqu'au bout ?» Mais les blagues n'ont pas toujours fonctionné. Il s'attirait parfois des ennuis parce qu'il n'était pas particulièrement politiquement correct. Il parlait simplement comme il le sentait et avait le contact facile avec les gens. En cherchant à entretenir la conversation, il faisait des remarques bizarres. Et de temps en temps, cela partait à la dérive. Il m'a dit un jour qu'il avait toujours le cœur serré lorsqu'il partait en voyage à l'étranger et que la presse britannique était présente parce qu'il savait qu'elle passerait les 4 jours du voyage à attendre qu'il fasse une gaffe, qui ferait la une des journaux. Ce que j'aimais chez lui, c'est que lorsqu'il commettait une de ces soi-disant gaffes, il ne s'en excusait jamais. Si vous le rencontriez le lendemain, il continuait comme si de rien n'était. Si nous sommes en train de discuter et que quelqu'un vous tend un dictaphone ou l'un de ces longs appareils d'écoute qui peuvent enregistrer une conversation à 20 mètres de distance, vous devenez un peu anxieux. Il affirme que les médias se trompent et qu'il ne fait que briser la glace. Il a toujours voulu susciter l'intérêt des gens et les faire rire. Mais parfois, il pouvait être offensant. Il fallait juste connaître son mode de fonctionnement. Je me souviens avoir pensé que, quel que soit ce qu'il dit, il ne le pense pas vraiment. C'est juste sa façon d'être. Ce qu'il y a de bien avec le duc d'Édimbourg, c'est qu'il n'y a pas vraiment de mythe ou d'autre chose. Que les gens me disent « Est-ce vrai ou est-ce vrai ?» Parce que ce que vous voyez, c'est ce que vous obtenez. C'est la réalité avec lui. Vous avez suggéré à un homme possédant l'un de ces appareils de s'en débarrasser. Je suis heureux qu'il l'ait enlevé. J'espère qu'il l'a fait. Il était probablement le seul homme qui arrivait à s'en tirer avec des blagues politiquement incorrectes. Beaucoup de personnes l'admiraient. Ce qui est intéressant avec le duc d'Édimbourg, c'est qu'il ne se souciait pas particulièrement de savoir si les gens l'aimaient ou non. Il venait d'une époque où il avait connu la guerre et durant laquelle il avait vu des horreurs. Il trouvait donc la plupart des gens à l'ère moderne un peu trop sensibles, notamment à la critique.
ce qui n'était certainement pas son cas. Il prenait toutes les critiques et les balayait d'un revers de main. Il acceptait le fait que cela fasse partie du lot. Lorsqu'il s'est rendu au Canada, il y a de nombreuses années, il a dit ouvertement « Si vous avez besoin de nous, nous sommes là et ferons notre part. Mais si ce n'est pas le cas, dites-le nous et nous repartirons. » Il a ajouté que les gens semblent penser que la monarchie sert ses propres intérêts. Or, il n'en est rien. Elle est au service du peuple. Et si le peuple souhaite le changement, il peut voter pour cela, car c'est là tout l'intérêt de la démocratie. Il est peut-être un peu injuste de se concentrer parfois sur ses répliques pleines d'esprit et de ne pas tenir compte de l'immense contribution qu'il a apportée à la vie publique. L'attention mondiale a nécessité la mise en place d'un certain niveau de sécurité. Le prince Philippe tolérait les officiers de police. Il aimait sa liberté. Il n'avait jamais eu besoin d'être protégé jusqu'à son mariage avec la reine. Il a donc dû s'en accommoder. Qu'on le veuille ou non, la sécurité était importante. En 1979, Lord Mountbatten, devenu le mentor du prince Charles, fut tué par une bombe de l'IRA. À Sandringham et à Balmoral, lorsqu'il souhaitait avoir un peu de temps pour lui, nous nous éloignions. Et à la fin de la journée, s'il prenait sa voiture et s'en allait avec l'agent de protection, il n'y avait pas grand-chose que vous puissiez faire. Le prince Philippe n'était pas très porté sur la sécurité. C'était un homme fort, sain et vigoureux. Un fait intéressant, c'était quand il prenait son attelage. Je lui demandais toujours « Je peux venir avec vous ?» Pas en tant que garde du corps, mais parce que je m'intéresse à l'attelage. Et ce n'est que comme ça qu'il me l'autorisait. Par ailleurs, en d'autres moments, je lui disais « Monsieur, aujourd'hui vous avez vraiment besoin d'un policier avec vous. » Philippe a parfois dû s'adapter aux contraintes sécuritaires. La plupart des week-ends, quand nous étions en voiture, il me disait « Nous avons un invité ce week-end. » Un jour, il m'a dit « Nous conduisons Madame Reagan en calèche. » Des strictes mesures de sécurité ont été mises en place lors de la visite d'État du président Ronald Reagan et de la première dame Nancy Reagan. Le prince Philippe était sorti pour faire un tour et il s'est exclamé « Sacrée bonne femme !» Je lui ai demandé « Que se passe-t-il, monsieur ?» Il m'a répondu « Il faut que des gardes montent dans la calèche. » Ce jour-là, les hommes de la sécurité portaient des costumes trop petits et on ne voyait pas leurs cous, juste leur tête posée sur leurs épaules. Nous sommes montés dans la calèche et nous avons roulé. La reine et le président étaient montés sur 2 chevaux venus du Canada. Nous avons terminé à cet endroit. Il y avait des cônes en plastique à peu près 6 pouces plus larges que la calèche. Nous passons à côté d'eux. Elle a demandé ce que c'était et il a répondu « Je vais vous montrer ». Nous avons commencé à trotter autour de ces cônes. J'ai levé les yeux et j'ai vu la reine et le président. Je me suis dit « Toute cette sécurité et on va tuer la femme du président en passant à travers ces cônes ?» D'un point de vue constitutionnel, le prince Philippe n'avait aucun rôle officiel. Il revenait à la reine de décider dans quelle mesure elle le consultait sur tel ou tel sujet. En revanche, pour les questions familiales en privé, elle s'en remettait à lui, comme n'importe quelle épouse de cette génération. Philippe était le chef de la famille. C'était son rôle et la reine a clairement fait comprendre, dès qu'ils ont commencé à avoir des enfants, que ce rôle resterait intangible. En tant qu'aîné, Charles serait un jour roi. Le prince Philippe était très proche de sa fille, la princesse Anne, et de son fils, le prince Édouard. Il n'a jamais particulièrement été proche du prince Charles, car il n'était pas l'homme qu'il voulait qu'il soit, et cela l'agaçait beaucoup. Un jour, je l'ai interrogé sur sa relation avec le prince Charles. Je lui ai dit « Vous vous ressemblez énormément. Vous avez la même démarche. Vous parlez de la même façon. Vous partagez les mêmes centres d'intérêt comme la jeunesse, la nature, l'environnement. » Il m'a arrêté et m'a dit « Non, non, non. S'il est vrai que nous nous ressemblons, il y a cependant une grande différence. Charles est un romantique, et moi, je suis pragmatique. » Et c'est vrai qu'il l'était. Il aimait résoudre les problèmes et faire avancer les choses. C'était un homme d'action. Ils étaient très différents l'un de l'autre. Le prince Philippe attendait peut-être un peu trop du prince Charles. Chaque fois que le prince Charles proposait un nouveau projet, qu'il s'agisse d'une initiative écologique ou d'une idée liée à l'architecture ou à l'agriculture,
son père l'interrogeait toujours. Il essayait toujours de le mettre sur la sellette et de lui demander les raisons de ses actions. Parfois, il était d'accord avec lui, mais il ne lui faisait jamais comprendre tout de suite qu'il l'était. Il avait toujours tendance à demander aux gens des explications pour s'assurer qu'ils savaient pourquoi ils agissaient ainsi. Il fut un temps où les médias parlaient beaucoup du prince de Galles et de sa relation avec ses parents. Comme dans n'importe quelle famille, ce n'était pas le grand amour entre eux. Il y a des moments où l'on s'entend bien avec sa famille et d'autres non. Malheureusement, celle-ci était constamment sous les feux des projecteurs, et il ne pouvait ni éternuer ni tousser sans que la grippe ou la bronchite ne soit révélée. Tout ce qu'ils faisaient, chacun de leurs mouvements, était scruté à la loupe et rapporté. Le prince Charles a eu une période où il s'est quelque peu apitoyé sur son sort. Il a collaboré à la rédaction d'une biographie dans laquelle il raconte que, lorsqu'il était petit, il se sentait seul dans son landau. Le prince Philippe aurait trouvé ce genre de choses décevant à lire. En plus, cela n'aurait pas eu beaucoup de sens pour lui, parce qu'il faisait partie de cette génération qui ne se plaignait pas de son enfance. Elle allait de l'avant et se débrouillait avec les cartes qu'elle avait en main. Philippe a vu la relation de Charles être au cœur de l'actualité. L'arrivée de Diana Spencer a davantage suscité l'attention. Au début, c'est Philippe qui s'est le plus facilement entendu avec elle. Il avait été un outsider au même titre que Diana. Elle avait épousé un membre de la famille royale, lui aussi. Elle était une étrangère dans la famille royale, mais pas en ce qui concernait la vie anglaise, car elle était la fille d'un comte. D'une certaine manière, le prince Philippe est à blâmer pour le mariage de Charles et Diana, car il a poussé le prince Charles à l'épouser. De toute évidence, elle n'était pas la femme idéale pour lui, mais il lui a demandé d'arrêter de tergiverser et de se décider. C'était sûrement une plaisanterie à l'époque, mais il a été jusqu'à lui dire « Si ça ne marche pas, tu pourras toujours retourner avec Camilla ». Charles et Diana mariés, et très vite parents d'un futur roi, William, les perspectives d'avenir de la famille royale semblaient assurées. Même la relation entre la reine et son deuxième fils, Andrew, s'est stabilisée. Andrew était un travailleur acharné, le favori de la reine, mais à bien des égards, un enfant gâté et un militaire accompli. Il a eu une grande carrière dans la Navy. Puis Fergie est entré dans sa vie. Ils étaient ravis. Sarah Ferguson avait une ascendance aristocratique et une carrière prometteuse dans les relations publiques. Philippe approuve. Tout d'abord, il l'a beaucoup appréciée. Il l'a trouvée merveilleuse. Tout comme la reine, il était étonné que quelqu'un veuille les débarrasser du prince Andrew. Mais la relation entre Andrew et Sarah a rapidement connu des difficultés et a fait la une des journaux lorsqu'elle a été photographiée en train de bronzer seins nus tout en se faisant sucer les orteils par son conseiller financier. Lorsque le scandale a éclaté au cours de l'été 1992, Philippe était furieux. Il estimait qu'elle avait fait honte à la famille royale et il a laissé transparaître ses sentiments de manière évidente. Ce n'était pas seulement le fait qu'elle se soit fait sucer les orteils, c'était l'effondrement total de ce mariage. Ses gestes déplacés, son côté dispendieux. On la voyait toujours acheter des choses, voyager en première classe, faire des choses qui n'avaient rien de royal, sans dignité. Il ne voulait plus rien avoir à faire avec elle. Et si elle entrait dans une pièce, il en sortait. À tel point que Fergie n'était la bienvenue dans les maisons royales qu'en l'absence du prince Philippe. Leur relation ne s'est jamais vraiment rétablie. Andrew n'était pas le seul à avoir un mariage difficile. Charles et Diana avaient du mal à concilier leurs devoirs royaux et leurs 12 ans d'écart. Le prince Philippe et la princesse Diana s'entendaient très bien en fait.
Il éprouvait beaucoup de sympathie pour elle et désapprouvait la manière dont Charles la traitait. Il lui écrivait des lettres gentilles dans lesquelles il lui disait que la reine et lui seraient des parents pour elle et qu'il la soutenait. Le devoir royal interfère énormément dans un mariage royal, qui n'a rien de commun avec un simple mariage, et il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet. Et il essayait d'être sympa et serviable. Le mariage de l'héritier au trône était important. Il l'était pour le pays, pour la monarchie et pour le Commonwealth, et il estimait qu'il devait s'y impliquer dans la mesure du possible. J'ai lu les lettres qu'il a adressées à la princesse de Galles et les réponses de cette dernière. Ce sont de très bonnes lettres de part et d'autre. Elles sont très émouvantes, surtout quand on sait ce qu'il s'est passé. Il essayait vraiment de dialoguer avec elle et de trouver des points de contact. Il lui disait par exemple « Vous aimez tous les deux l'opéra ? Pourquoi ne pas essayer d'aller à l'opéra ensemble un peu plus souvent ?» Ce genre de choses. Je lui ai dit à l'époque que c'était des lettres très instructives, des lettres de soutien. Elle a reconnu que c'était le cas, mais lorsqu'elle les avait reçues, elle avait eu du mal à accepter qu'elles lui étaient envoyées sur cette base. Il s'est progressivement montré de plus en plus agacé par elle. Il lui a dit « Diana, tu dois te rappeler qu'il ne s'agit pas que de toi. Tu fais partie d'un tout. » À la fin, Diana a déclaré qu'elle détestait le prince Philippe. Et elle s'est alors opposée à lui. Il était rare que Philippe n'obtienne pas ce qu'il voulait. Diana m'a dit qu'il criait sur son personnel et qu'elle avait demandé à William et Harry de ne jamais parler ainsi aux gens qui travaillaient pour eux. Mais certains serviteurs étaient très loyaux au prince Philippe. S'il arrachait une bandelette à quelqu'un dans son bureau, qu'il revenait plus tard dans la journée et disait « Pourriez-vous regarder ces papiers pour moi ?» Vous saviez alors que vous étiez de nouveau dans la course. Si je commettais une erreur ou qu'il estimait que j'en avais commis une, je pouvais lui dire « Nous avons fait cela à cause de A, B et C. » Parfois, il l'acceptait, d'autres fois, il disait « Vous auriez pu mieux faire. » Et on lui répondait « Oui, c'est vrai. » Puis on débattait. Aimait-il les bons arguments? Non. Il aime les bons débats. Et plus le débat était animé, mieux c'était. Je n'irai pas jusqu'à parler de dispute si cela devenait un affrontement. C'était juste un bon débat. Malgré les qualités d'orateur de Philippe et la pression, Diana déclare la guerre. Le prince Philippe ne cessait de répéter à la reine « Lilibet, tu dois faire quelque chose pour Diana. » C'était au plus fort de la crise entre les deux Galles et la reine pensait que si elle ne faisait rien, cela passerait. Mais le prince répétait « Tu dois faire quelque chose. » Il la réprimandait en quelque sorte. Lorsque la reine est confrontée à des situations politiques, elle prend conseil et agit en conséquence. Elle prend deux positions différentes. La première est celle de savoir ce que devrait faire la reine, et la seconde celle de savoir ce que la personne en elle voudrait faire. Il a écrit une lettre suggérant qu'ils pouvaient mener des vies séparées et continuer à exercer leurs fonctions. Malheureusement, ce n'était pas l'avis du couple. La princesse Anne a été la première des enfants du couple royal à divorcer de son mari conducteur de char d'assaut, le capitaine Mark Phillips. Le divorce est un sujet de grande tristesse. Et pour la famille royale, le fait que 3 mariages aient mal tourné était profondément choquant et dérangeant. Pour le prince Philippe, s'ils n'y parviennent pas, il valait mieux qu'ils se séparent plutôt que leur publicité négative ne continue de nuire à la monarchie. Mais rien ne pouvait préparer le palais à ce qui a suivi. La mort de Diana a placé la famille royale sous le feu des projecteurs. La reine et le prince Philippe ont été très critiqués pour ne pas être revenus à Londres. Hélas, une fois de plus, les médias en ont été les investigateurs. Posez la question, pensez-vous que la reine et le prince Philippe devraient être à Londres? La réponse sera, oui, bien sûr qu'ils le devraient.
Mais si vous demandez plutôt, la reine et le prince Philippe sont à Balmoral pour soutenir leurs petits-enfants, William âgé de 15 ans, Harry âgé de 12 ans, pensez-vous qu'ils font ce qu'il faut pour eux? La réponse sera aussi oui. En fait, tout dépend de la manière de la formulation. Ce fut une période très difficile et ce n'est que grâce au soutien de la reine et du prince Philippe, qui se sont accrochés et ont gardé la tête baissée, qu'ils ont pu y survivre. Sans eux, la monarchie aurait disparu. Quelques mois après la mort de Diana, Philippe et Élisabeth ont célébré leur 50e anniversaire de mariage. Je pense que la leçon la plus importante que nous ayons apprise est que la tolérance est l'ingrédient essentiel de tout mariage heureux. Et vous pouvez me croire, la reine fait preuve d'une grande tolérance et d'une grande générosité. Après un demi-siècle en tant que duc d'Édimbourg, Philippe a développé de nombreux passe-temps que la reine a dû tolérer. Il y avait tellement de choses auxquelles il s'intéressait. La science, la technologie, l'industrie, les arts, la photo. Il avait une énorme collection de photos qu'il avait achetées et c'était également un grand ornithologue. Le prince Philippe a écrit plus d'une douzaine de livres, notamment sur la préservation de l'environnement, sur la science, sur l'attelage et la gestion immobilière. Il était fasciné par les religions comparées et avait des amis bouddhistes, musulmans et juifs. Il s'est rendu au Vatican pour une audience privée avec le pape Jean-Paul II. Mais il ne voulait pas en parler en public, ce n'était pas son style. Il a étudié la religion de manière très approfondie. Il possédait une collection d'environ 600 livres sur la religion. En fait, il a publié 3 livres sur la foi et l'environnement. Personne ne les a lus. Ils sont trop compliqués pour les gens. Sophie de Wessex, l'épouse du prince Édouard, m'a dit que c'était un lecteur vorace. Il a continué à lire assidûment jusqu'à ses 90 ans. Il avait l'habitude de prendre le magazine mensuel UFO. Philippe n'avait pas que des centres d'intérêt d'ordre académique. Il se tenait à rester en forme. Il faisait des exercices, des étirements, allait nager. Il suivait sa propre version du régime Atkins. Il ne mangeait pas beaucoup, pas trop de glucides. Il excellait dans ces trucs. Il était modéré en toutes choses. Il ne buvait pas trop, mais il savait préparer un bon gin tonic et buvait un peu de bière. Bref, il était très discipliné. Jeune, il courait dans le jardin du manoir de Windlesham en portant des suites et de nombreux maillots, comme le font les gens aujourd'hui. Et cela faisait rire la reine. Elle lui disait « Pourquoi courez-vous avec tous ces vêtements? C'est ridicule !» Il répondait « Parce que je veux transpirer. » L'aviation était l'une des plus grandes passions de sa vie. De 20 ans à 60 ans, il n'a cessé de voler. Il a volé aussi souvent au cours de sa vie que l'aurait fait un membre de la RAF. J'ai pensé que si j'apprenais à voler, je pourrais mieux comprendre certaines des exigences et des difficultés des pilotes, qu'ils soient de ligne ou de service. L'avion de la reine est passé d'un turbopropulseur à un avion à réaction. Le prince m'a dit « Je ne pourrai pas conduire longtemps au cours des 2 prochaines semaines. Je dois passer mon permis. » Et il a appris à piloter un avion à réaction. Il a dû prendre un hélicoptère depuis la terrasse et du château de Windsor, se rendre à Breeze Norton, sauter dans un jet et revenir en hélicoptère. Au bout du 3e jour, je lui ai demandé « Comment faites-vous tout cela, monsieur ?» Déjà que conduire 4 chevaux n'est pas évident, mais en plus de cela, vous pilotez un hélicoptère, ce qui n'est pas aussi facile. Pas que je dise que je sache piloter, mais ce n'est pas pareil. Alors comment faites-vous pour tout assimiler dans votre cerveau? Il m'a répondu, curieusement, c'est assez similaire. Vous êtes à la merci des éléments et vous ne pouvez pas contrôler le vent. Vous ne pouvez pas contrôler ni les courants ascendants, ni les courants descendants. Il faut se laisser porter.
Si je devais le décrire en une phrase, je dirais qu'il est un peu comme une personne qui se laisse porter par le courant tant qu'il va dans sa direction. Describe him in one word, he kind of goes with the flow as long as it's in his direction. Le prince Philippe pilotait l'avion et, lorsqu'il atteignait son altitude de croisière, il revenait s'asseoir avec nous et s'occuper des formalités administratives en laissant bien sûr son commandant de bord et son copilote dans le cockpit. Une fois, lors d'un voyage, la dame du Fonds mondial pour la nature qui nous a accompagnés n'avait pas réalisé qu'il y avait des pilotes à l'avant et elle a passé tout le vol à regarder l'altimètre dans la cabine, inquiète que le prince Philippe ne retourne pas dans la cabine. Nous avons laissé l'avion descendre à environ 1000 pieds et lorsqu'elle a commencé à paniquer, nous avons repris les commandes. En vieillissant, Philippe a dû renoncer à bon nombre de ses passe-temps les plus aventureux. Mais il est resté aux côtés de la reine. Le véritable rôle de la reine et du prince Philippe était celui de conciliateur. Ils essayaient toujours de faire avancer les choses et de les rendre meilleures pour tout le monde. Par exemple, les visites d'État en Allemagne et au Japon. Puis celle dont on se souvient le plus facilement aujourd'hui est sans doute celle en Irlande. Des terroristes républicains irlandais sont responsables de la mort de l'oncle de Philippe, Lord Mountbatten. Le prince Philippe aurait eu une raison très personnelle de ne pas vouloir s'engager avec les Irlandais. Mais il a dit un jour que les gens pourraient penser qu'il est très facile d'attiser la haine et de faire des choses à ses ennemis. Mais si l'on se lie plutôt d'amitié avec eux, on obtient souvent de bien meilleurs résultats. L'OTAN est une alliance défensive et coopérative qui n'a jamais eu l'intention d'initier ou de soutenir une agression de quelque nature que ce soit. À 2 occasions publiques, lors de la célébration des 2 anniversaires de mariage, la reine a évoqué de manière très profonde et émouvante à quel point elle dépendait de Philippe. « Ma force et mon soutien » est l'expression qu'elle utilise le plus souvent et cela le résume bien. Il a toujours été là pour elle. Il est difficile d'imaginer qu'elle ait été capable d'assumer son rôle de reine comme elle l'a fait sans le prince Philippe. Philippe a continué de s'acquitter de ses fonctions royales jusqu'à ses 90 ans. Il a dit un jour en plaisantant que la reine et lui devraient vivre jusqu'à 100 ans pour empêcher Charles de monter sur le trône parce qu'il craignait qu'il ait des idées un peu farfelues et qu'il ait tendance à être un peu mercantile et qu'il n'ait pas un caractère aussi fort qu'eux. Mais plus tard, ses relations avec le prince Charles se sont nettement améliorées et il a été très heureux de voir comment le prince William s'en est sorti, étant donné son mariage avec Kate. Et ils doivent penser que, quelle que soit la durée du règne de Charles, l'avenir de la monarchie à long terme est entre de bonnes mains. Ses petits-enfants l'adoraient et l'admiraient. S'ils étaient confrontés à un problème ou s'ils avaient besoin de parler de quelque chose, il était facile d'aller voir leur grand-père. Il était là depuis longtemps, il avait traversé toutes sortes d'épreuves et pouvait donc les conseiller. Ils l'adoraient et ils avaient beaucoup de respect pour lui. Il a également été bon envers les descendants de ses sœurs. Il a éduqué discrètement et en privé, sans que personne ne le sache, un grand nombre de leurs enfants et petits-enfants. Je me souviens que son secrétaire privé, Sir Brian McGrath, a dû s'occuper des gens assez bizarres, des descendants de certains d'entre eux, des petits-neveux du prince Philippe, qui se sont retrouvés en difficulté en Inde et qui se contentaient de dire « Je suis un petit-neveu du duc d'Édimbourg ». L'appel était alors transmis au Buckingham Palace et Sir Brian devait régler le problème. Un ou deux d'entre eux ont causé pas mal d'ennuis. Vers les toutes dernières années de sa vie, compte tenu de l'âge très avancé du prince Philippe, la reine a décidé qu'il était temps pour lui de prendre sa retraite et qu'il n'aurait plus à la suivre dans tous les engagements qu'ils avaient l'habitude de tenir ensemble. Alors, il lui arrivait de se contenter de la suivre et de faire quelques remarques, par-ci, par-là. Vous savez, je ne peux pas tenir plus longtemps. Il voulait s'éloigner de toute cette ronde royale, des allées et venues constantes au palais. La dernière mission royale du prince Philippe a eu lieu 65 ans après la fin abrupte de sa carrière dans la marine.
Il a effectué plus de 22 000 engagements publics depuis 1952. Il a en quelque sorte pu s'éloigner et faire ce qu'il voulait. Il a déménagé à Sandringham. Il ne vivait pas dans la grande maison, mais à Wood Farm, une ferme assez modeste située sur le domaine royal. C'est une propriété qui appartient sans doute à la reine. Le duc d'Édimbourg et elle la considèrent comme l'une de leurs résidences privées. L'atmosphère y est très agréable, c'est très confortable. Il était beaucoup plus heureux avec un personnel réduit pour s'occuper de lui. Un valet de pied, un cuisinier, pas beaucoup de monde, 1 ou 2 personnes qui venaient séjourner. Il passait ses journées à jardiner, à peindre, à lire et à rattraper sa correspondance. Il y a longtemps, lorsque la reine Élisabeth, la reine-mère, a eu 100 ans, j'ai demandé au prince Philippe « Aimeriez-vous avoir 100 ans ?» Et il m'a dit « Oh mon Dieu, je ne peux pas imaginer pire. » Il avait alors plus de 70 ans. Il a ajouté « Des morceaux tombent déjà. Non, je ne peux pas imaginer pire. Je ne peux pas vivre jusqu'à 100 ans. » Deux mois seulement avant son 100e anniversaire, Philippe décède au château de Windsor avec la reine à son chevet. Je tenais tout particulièrement à dire que mon père, pendant près de 70 ans, a fait preuve d'un dévouement remarquable. Comme vous pouvez l'imaginer, mon père nous manque énormément, à ma famille et à moi-même. Lors des funérailles, son cercueil était sur une Land Rover conçue à cet effet par Philippe lui-même. En raison de la pandémie de Covid, la reine était assise toute seule. Le peuple a vu à quel point la reine était affectée. Elle était en effet amoureuse de cet homme depuis l'âge de 13 ans. Les gens s'inquiétaient de savoir comment elle allait surmonter le chagrin causé par sa disparition. Ce sera extrêmement difficile. Ces dernières années, elle a perdu sa mère et sa sœur, et le 3e membre de la Trinité était le prince Philippe. C'étaient les 3 personnes les plus importantes de sa vie. J'ai demandé au duc d'Édimbourg « Quel épitaphe aimeriez-vous avoir ?» Il m'a répondu « Je ne sais pas. Je fais de mon mieux pour que le spectacle continue tant que je suis là. » En effet, on peut affirmer que la réussite du long règne d'Élisabeth II est due en partie au duc d'Édimbourg. Il l'a soutenue pendant toutes ces années et l'a aimée. Cet homme était issu d'un monde où il allait de soi que les hommes étaient les dirigeants. Il y a eu très peu de femmes chefs d'État en dehors des îles britanniques. On se souviendra de lui pour son courage, sa constance, son soutien total à la reine et à la Grande-Bretagne. Lorsque vous avez passé 27 ans à travailler pour quelqu'un, effectivement, il vous manque. J'avais beaucoup de respect pour lui. Les discours qu'il a prononcés et les conférences qu'il a données dans les années 60 et 70 semblent incroyablement prémonitoires. J'ai consulté certaines de ses archives, pour diverses raisons, dans le cadre de divers projets, et elles sont extraordinaires. Il était très en avance sur son temps, et la plupart des choses dont il parlait ont été reprises par le prince Charles et aujourd'hui par le prince William. De prince sans le sou à héros de guerre, consort et père de famille, Philippe a façonné son propre héritage. Il était le pouvoir derrière le trône, bien qu'on l'ait sous-estimé de son vivant. Il sera très difficile pour les jeunes rois de le remplacer.
Ce serait incroyable si le prince George vit jusqu'à un âge similaire. Il sera le premier monarque du 22e siècle. Si bien sûr cela dure jusqu'à là, alors le travail aura été fait. Notre monarchie est basée sur la longévité, la continuité et la stabilité. Alors qu'autour de nous, les présidents et les premiers ministres sont là aujourd'hui et disparaissent demain. Notre monarchie n'est pas élue, elle est le fruit d'une succession. Les hommes politiques vont et viennent, notre monarchie se perpétue. C'est 1000 ans d'histoire. C'est le fil d'or de l'histoire de notre île. Et il s'agit de rois et de reines, de princes et de princesses, et de leur chair et de leur sang. De vraies personnes aussi. Ce sont des êtres humains comme nous. La reine et le prince Philippe sont mari et femme. Ils sont aussi reine et duc d'Édimbourg. Tout au long de son règne, il a marché un pas derrière elle, lui apportant son soutien total. Il a donc réussi à soutenir la reine tout en faisant ce qu'il voulait, en étant père, grand-père, mari et un ami. Quel héritage remarquable! Le Commonwealth a vu le jour parce que des personnes ont fait des sacrifices et se sont mises au service du Commonwealth. Aujourd'hui, il nous a été transmis. Et si nous ne faisons pas de sacrifice pour lui, nous n'aurons rien à transmettre à ceux qui viendront après nous. Et le monde aura perdu quelque chose de bien plus précieux qu'une grande idée.